tous. Donc, on va commencer le webinaire dans quelques minutes. N'hésitez pas à répondre au sondage pour savoir quelle est votre situation actuelle. Il se trouve en bas à droite. Vous avez un triangle, un carré et un rond pour savoir un peu connaître votre profil. Et on commence dans 1 minute. Et aujourd'hui, l'objectif, ça va être de parler donc de ce sujet de fiscalité qui a été l'actualité, ou qui est encore l'actualité pour ceux qui n'ont pas encore terminé de remplir leur fiche d'imposition et de faire les calculs et de savoir à hauteur de combien ils vont être imposés. Exactement. Bonjour Eva, bonjour Achille. N'hésitez pas à répondre au sondage qui se trouve en bas à droite. Vous avez un triangle, un carré et un rond pour connaître votre situation actuelle. Alors pour l'instant, on a pour le confort de toutes et tous, on a coupé les micros pour pas qu'il y ait de bruit de fond et que ça perturbe la présentation. Bien entendu, on ouvrira tous les micros à la fin de la présentation. Le timing aujourd'hui dans cette présentation, c'est une trentaine de minutes pour vous présenter de façon générale tout ce qui va se passer sur la fiscalité dans les différents formats de freelance. Et puis, il y aura une phase de questions-réponses après, où là, en effet, on ouvrira les micros et vous aurez tout le loisir de poser toutes les questions souhaitées. Vous pouvez aussi, bonjour, vous pouvez aussi, en bas à droite, vous avez un chat, une petite bulle avec des différentes lignes, et ça vous permettra dans le chat de noter au fur et à mesure vos questions. Et comme ça, vous les notez au fil de l'eau, vous n'oubliez rien. Et en fin de session, on fera appel à cette petite partie de chat pour noter toutes vos questions. Voilà. Pour des questions de droit à l'image, on a coupé les caméras, donc ne soyez pas étonnés, puisque cette vidéo a vocation à être enregistrée et vous êtes rediffusé, mis à disposition par la suite. Voilà. Bon, je propose qu'on démarre, Sandra, si ça te convient? C'est parti. C'est parti. Donc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, on va vous présenter un sujet de fiscalité pour dédié aux freelance. Et l'idée étant de voir comment on peut anticiper, piloter, améliorer sa fiscalité. Donc, bien sûr, par améliorer sa fiscalité, on entend la minorer dans le cadre de ce qui est légal, bien entendu. Petit rappel pour ceux qui viennent de se connecter à l'instant, si vous pouvez juste participer au sondage pour nous dire, donc le sondage vous le trouvez en bas à droite dans le triangle carré rond sur la page Google Meet. Participez au sondage pour qu'on puisse savoir quelle est votre situation actuelle. Donc on a pour l'instant égalité avec la micro-entreprise et les sociétés. Ça tombe bien, ça va être le cœur de notre sujet aujourd'hui. Donc le déroulé de notre présentation, il va être le suivant, c'est de regarder ensemble rapidement quels sont les différents types de fiscalité, surtout après, en fonction de sa situation d'indépendant, et bien voir comment on est soumis à l'impôt, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés. Et puis la question qui, je pense, va tous vous intéresser fortement, c'est de voir comment on peut optimiser ce qui peut être mis en place. Hugues, oui. Je ne sais pas si tu as mis la présentation en Oui. écran. Ah pardon, elle apparaît pas? Elle n'apparaît pas là actuellement. Mes excuses, je suis parti trop vite. J'étais impatient de vous dérouler le sujet. Top. Voilà qui sera mieux. Donc, on recommence rapidement. Voilà le thème d'aujourd'hui, la fiscalité. Si vous n'avez pas encore participé au sondage, c'est ici en bas à droite. Et le déroulé d'aujourd'hui. Voilà. Donc, comme je disais, les différents formats de fiscalité. En fonction de son statut, donc vous voyez le grand 2, en fonction de son format indépendant, quelle est la fiscalité à laquelle on est soumis et quels sont les formats, comment on peut changer de format pour optimiser éventuellement sa fiscalité. Et enfin, les astuces pour optimiser ses revenus, donc s'il est possible, minorer son imposition. Et le point qui sera important, c'est toute une phase de questions-réponses, donc d'échanges ensemble à la fin, pour pouvoir traiter les cas spécifiques des uns et des autres et faire profiter peut-être toute la communauté pour voir des questions qui sont levées qui peuvent concerner beaucoup de monde. Donc, je vous propose qu'on se présente. D'abord, Sandra, je te laisse te présenter. Ça marche, merci Hugues.
Donc, je m'appelle Sandra Mesghini, je suis chef de projet communication marketing au sein de ShareEpic. Et pour présenter brièvement ShareEpic, donc c'est une marketplace qui met en relation les indépendants et les freelances avec des grands groupes et PME de tous secteurs confondus. On travaille surtout avec des profils seniors, donc des TGM élevés et des missions longues. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Voilà, je te laisse la parole, Hugues. Merci Sandra. Donc du coup, pour ma part, donc Hugues Bonhomme, je représente la société Work4You, dont je suis l'un des fondateurs et dirigeants. Et la vocation de Work4You, c'est d'accompagner tous les indépendants, que ce soit sur les formats de portage salarial, micro-entreprise, donc micro-entreprise, auto-entrepreneur, c'est la même chose, et les sociétés. Et donc l'idée étant de fournir un service qui fait que l'indépendant n'a rien à faire. C'est nous qui gérons la totalité des démarches pour que l'indépendant soit focalisé sur son savoir-faire technique. Voilà. Et donc, on travaille déjà avec ShareEpic depuis plus d'1 an pour alimenter la communauté. Exactement. Vous retrouverez nos coordonnées à la fin de la présentation et encore une fois, on pourra vous faire suivre. Il suffira de nous adresser un email. Vous pourrez avoir accès, bien sûr, à la présentation et aux slides, à la vidéo qui est enregistrée et à la présentation slide. Alors, tout d'abord, petit rappel rapide, parce que quand on parle de fiscalité, il y a beaucoup de choses différentes. Donc, on a ici les abréviations IS et IR. Donc, IS, c'est impôt sur les sociétés. Donc, l'impôt sur les sociétés, c'est l'impôt qui est payé par une entreprise, comme son nom l'indique, par une société. Et c'est une option fiscale. C'est-à-dire que quand on crée une entreprise, on va avoir le droit de demander à la création de l'entreprise à ce que la société soit soumise à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu. D'accord ? Mais là, je parle bien de la personne morale. Donc, la personne morale, c'est une société. Donc, quand je crée une société, j'ai le droit de demander à ce qu'elle soit dans un format IS ou IR. En tant que particulier, moi, Hugues Bonhomme, je dois m'acquitter d'un impôt sur les revenus que je perçois. D'accord ? Et donc, ça, c'est l'impôt qui est donc IR, impôt sur mes revenus. Et donc, je suis soumis à cet impôt sur le revenu sur tous les bénéfices, tout ce que je perçois, que ce soit du salaire, des loyers, des dividendes, tout ça, ça rentre dans ma fiche d'imposition et ça donne lieu à un impôt sur le revenu. Je vous ai rappelé, juste par pure curiosité intellectuelle, les tranches, on ne va pas toutes les étudier, mais c'est juste pour savoir que l'impôt est dit progressif, qu'il soit à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'il y a des tranches et on va compléter tranche après tranche et le taux d'imposition va être de plus en plus élevé. Plus le revenu va augmenter, plus le taux d'imposition de la tranche va être élevé. D'accord ? Donc, le point le plus important à retenir ici, il y a de l'impôt sur les sociétés, il y a de l'impôt sur le revenu, il y a des tranches. Les tranches ne sont pas identiques, elles sont rappelées ici, vous les retrouvez aussi sur Internet. Et il faut bien garder en tête que plus je fais de bénéfices, plus chaque palier de bénéfices va donner lieu à une imposition élevée. Donc, on va commencer par le cas le plus classique qui, je pense, va faire un rappel pour ceux qui ont été salariés avant et qui sont peut-être même en portage salarial. On a une personne qui est en portage salarial. Sur le portage salarial, tout ce que vous allez percevoir de votre activité du portage salarial va être soumis à l'imposition sur le revenu. C'est-à-dire que votre salaire va donner lieu à une imposition puisque vous percevez un salaire. Donc ça donne lieu à une imposition sur le revenu. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui va être lié à vos frais de mission, indemnités kilométriques, frais de repas, les achats que vous pouvez faire dans le cadre de la mission, eux ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Donc ici, à titre d'exemple, je vous ai fait une démonstration. Si j'ai un TJM de 600 € par jour et que dans le mois en question, j'ai travaillé 20 jours, si j'ai 100 € de frais de transport dans ce mois et que j'ai 100 € de frais de repas dans le mois aussi, et que j'achète en moyenne pour 2000 € de matériel par an, je vais avoir, dans ces cas-là, un impôt qui va être de 1100 €, d'accord ? Et mon revenu va être de 4 973 € après impôt. Donc là, je l'ai pris dans le cas d'un célibataire. J'ai simulé l'imposition d'un célibataire. Et en plus, je vais être remboursé de 367 € de frais en parallèle, d'accord ? Si je n'ai aucun frais et que je n'ai aucun achat, je vais avoir du coup un salaire qui va être un peu plus élevé. Je n'ai pas de déduction de frais.
sur mon chiffre d'affaires. Donc, je vais avoir un impôt un peu plus élevé, 1 157 €. Un net après impôt qui est plus élevé, puisque comme je n'ai pas de frais, il y a une partie de mon chiffre d'affaires que j'ai converti en salaire et non pas en frais. Donc, je vais avoir un net plus élevé, mais par contre, je n'ai pas de frais. Donc, si on observe le net après impôt plus les frais, on voit que c'est plus élevé quand on a des frais, puisque, encore une fois, la partie frais n'est pas soumise à l'imposition sur le revenu. Voilà. Donc, en portage salarial, il n'y a pas beaucoup d'astuces ou de leviers, on va parler de levier plutôt, c'est plus élégant, pour réduire son imposition sur le revenu. Tout ce que j'ai perçu en tant que salaire va donner lieu à l'imposition avec les tranches qu'on a évoquées tout à l'heure, à l'imposition sur le revenu. Seuls les frais vont être exonérés d'imposition sur le revenu. Si je suis auto-entrepreneur, donc c'est la majorité de l'audience aujourd'hui, en qualité d'auto-entrepreneur, déjà, je n'ai pas de revenus au sens. Alors, j'ai des revenus, mais qui ne sont pas des salaires, qui sont ce qu'on appelle des bénéfices non commerciaux, donc du BNC. En tant que micro-entrepreneur, je n'ai pas non plus de déduction sur mes frais. Donc, je n'ai pas la possibilité de déduire des frais liés à la mission, liés aux achats, liés au restaurant, et ainsi de suite. Par contre, ce qui va être pris en compte pour mon imposition sur le revenu, ça va être mon chiffre d'affaires abattu de 34%. Donc, je fais 100 000 € de chiffre d'affaires sur l'année. Donc là, je parle en hors taxe. Si je fais 100 000 € de chiffre d'affaires hors taxe sur l'année, mon assiette d'imposition, donc mon impôt va être calculé sur un revenu de 100 000 moins 34%, donc 66 000 €. Donc, ce qui va être déclaré dans le revenu imposable, c'est 66 000 €. Il est possible, dans certains cas, de bénéficier du prélèvement libératoire. Donc, pour tous ceux qui ont créé leur micro-entreprise, vous avez dû voir, quand vous avez créé votre micro-entreprise, on vous a demandé si vous étiez éligible ou non au prélèvement libératoire. Pour être éligible au prélèvement libératoire, il faut que votre revenu fiscal de référence soit inférieur à 26 070 € en année N-2. Donc, pour bénéficier du prélèvement libératoire en 2023, il faut qu'en année N-2, donc en 2021, donc l'avis d'imposition 2022 sur vos revenus de 2021, fasse apparaître un revenu fiscal de référence inférieur à 26 070 € par part fiscale. J'insiste bien, par part fiscale. Donc, on n'a pas réellement le choix, en fait. Si on est éligible, c'est très souvent quelque chose qui va être favorable. Il est rare que le prélèvement libératoire soit défavorable. Si on n'est pas éligible, parce qu'on ne respecte pas la condition qu'on vient de voir à l'instant, eh bien, on va être soumis tout simplement au barème progressif, donc avec les tranches que l'on a vues. Donc, je vous ai toujours donné le même exemple, 600 € de TJM, 20 jours de prestation. Dans ces cas-là, je vais avoir, sans prélèvement libératoire, 1 798 € d'impôt par mois. Et dans ces cas-là, ça me donne un net après impôt à 8 263 €. D'accord ? Si maintenant je suis éligible au prélèvement libératoire, ben vous voyez toute la différence. Je n'ai que 248 € alors, pardon, il y a une coquille dans la présentation, ce n'est pas d'achat, mais c'est d'impôt par mois. Je vous prie de m'excuser. Je corrigerai le slide avant de vous le renvoyer. Donc, c'est bien 248 € d'impôt par mois. Et mon net après impôt est de 9 814. Donc, vous voyez qu'il y a un différentiel qui est de 1 550 € par mois d'impôt. Donc, c'est colossal comme différentiel d'imposition, puisqu'on est imposé qu'à hauteur de 2,2% de son chiffre d'affaires quand on bénéficie du prélèvement libératoire. Il y a une seconde condition pour le prélèvement libératoire, c'est que si vous êtes en micro-entreprise et que vous en avez déjà bénéficié une année, l'année suivante, il faut toujours remplir la condition du revenu fiscal de référence de l'année N-2 et en plus avoir généré moins de 70 000 € de chiffre d'affaires l'année précédente. Donc ça, c'est pour la partie micro-entreprise et on voit que le gain est quand même conséquent. Donc vous avez deux gains en fait. Vous avez un gain parce que vous avez un net qui en général est plus élevé. Par contre, on paye un peu plus d'impôts que ce qu'on a vu tout à l'heure en portage salarial avec les mêmes hypothèses d'entrée. C'est normal puisqu'on a moins de cotisations sociales qu'en micro-entreprise. Par contre, quand je suis en prélèvement libératoire, non seulement j'ai moins de cotisations sociales, mais en plus j'ai moins d'impôts. Donc là, c'est la situation optimale. Il est impossible, à ma connaissance, de battre ce niveau de rémunération, toujours avec ces hypothèses d'entrée 600 € de TJM et 20 jours. Il est impossible d'avoir un niveau de revenu plus élevé que celui-ci
à savoir quand je suis en micro-entreprise, si j'ai l'ACRE et le prélèvement libératoire, là, j'ai la rentabilité optimale qu'il est possible d'avoir. Mais c'est limité dans le temps et on a des limites de chiffre d'affaires et des plafonds, comme on vient de l'évoquer à l'instant. Maintenant, si j'ai une SARL ou une URL, le traitement va être le même et la question c'est est-ce que je vais opter, comme on l'a vu, quand je crée une société, j'ai la possibilité d'être à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Donc, quand je crée mon URL ou ma SARL, la question c'est est-ce que je dois demander cette option de l'IS ou cette option de l'IR. Et là, on rentre dans quelque chose qui est un peu plus complexe, parce que le mode de calcul ne va pas être exactement le même. Quand je suis à l'IS, on va prendre le bénéfice de la société en fin d'année, d'accord? La société va payer son impôt, et après, j'ai la possibilité, si je veux, de me verser des dividendes. Quand je suis à l'IR, on va regarder le bénéfice généré par l'entreprise, on va payer une CSG CRDS, et je vais payer immédiatement un impôt sur le revenu qui est lié au bénéfice de mon entreprise. Donc, la première différence majeure à ce niveau-là, c'est ce qu'il faut bien retenir, c'est que quand je suis à l'IS, je paye mon impôt sur les sociétés et le jour où je percevrai des dividendes, je payerai aussi un impôt sur ces dividendes, un impôt sur le revenu sur mes dividendes. Contrairement au cas de l'impôt sur le revenu, où si mon URL, ma SARL sont à l'impôt sur le revenu, je vais payer ma CSG CRDS en fin d'année et en plus, je vais payer immédiatement un impôt sur le revenu. D'accord? Donc, je n'ai pas la possibilité de différer, de décider à quel moment je vais prendre mes dividendes parce que je prenne les dividendes quand je suis à l'IR, que je prenne mes dividendes tout de suite ou dans 10 ans, je paye l'impôt sur le revenu immédiatement. Quand je suis à l'IS, la société paye l'IS chaque année, mais le jour où je sortirai les dividendes, je paierai mon impôt sur le revenu. Ça peut être notamment une subtilité intéressante pour les gens qui sont lourdement imposés aujourd'hui et qui savent qu'ils seront moins lourdement imposés à l'impôt sur le revenu plus tard, de différer le moment où ils prennent leurs dividendes pour pouvoir immédiatement optimiser leur imposition. Attention à une chose, quand je suis en SARL et en EURL, j'ai des cotisations sociales, quoi qu'il se passe, sur mes dividendes. Voilà. Donc ça, c'est hors sujet fiscalité, c'est un sujet de cotisation sociale pure, mais il faut se souvenir qu'en SARL et en EURL, j'ai des cotisations sociales, quoi qu'il se passe, sur mes dividendes. Toujours un exemple chiffré. Donc, je vous ai pris le cas de l'IS. Je vais toucher ici. Donc, quand je suis à l'IS, j'ai un impôt sur les sociétés qui est payé et un impôt sur le revenu. Quand je suis à l'IR, j'ai une CSG CRDS qui est payée et après un impôt sur le revenu. Donc, vous voyez que dans ce cas précis, j'ai un montage qui est plus intéressant, c'est plus favorable d'être à l'IS. Tout va dépendre de votre nombre de parts fiscales. Si vous êtes marié, vous avez 3 enfants, que votre conjoint ou votre conjointe n'a pas de revenus, alors il se peut que dans ces cas-là, l'option de l'IR soit plus favorable puisque vous allez avoir un nombre de parts fiscales qui va être plus élevé. Ça va réduire votre impôt sur le revenu et il se peut que le montage soit plus favorable. Pour ça, il faut le simuler. Donc, ce que je veux aussi pointer au travers de cet exemple-là, c'est que le montage, l'optimisation qui fonctionne pour l'un de vos collègues n'est pas forcément le plus favorable pour vous. Il ne faut pas perdre le point de vue que votre collègue n'a peut-être pas le même nombre de parts fiscales, son conjoint ou sa conjointe n'a peut-être pas les mêmes revenus, et enfin, il a peut-être lui opté pour, il a peut-être comme vous une URL, mais lui, il a peut-être opté pour l'IR, alors vous partiez peut-être pour l'IS. Donc, il faut bien simuler la totalité du processus, depuis le chiffre d'affaires jusqu'au net après impôt, pour être certain qu'on ait le montage le plus optimal dans son cas. Donc maintenant, on va passer à la partie SASU. Donc encore une fois, que je sois en SAS ou en SASU, j'ai la possibilité d'opter à la création de ma structure pour de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Et là, on retrouve exactement le même fonctionnement que ce qu'on a vu tout à l'heure pour les EURL et SARL, à savoir que si je suis à l'impôt sur les sociétés, je vais payer chaque année un impôt sur la société, pardon, pas je, la société va payer un impôt sur les bénéfices chaque fin d'année. Et le jour où je déciderai éventuellement de sortir des dividendes, donc en tant que propriétaire de percevoir
les résultats de cette société à titre personnel, dans ce cas de figure, je paierai en plus un impôt sur le revenu. Je peux aussi opter pour que ma société soit soumise à l'impôt sur le revenu, auquel cas la société s'acquittera chaque année d'une CSG-CRDS de 9,7%, et je paierai, que je me verse des dividendes ou non, je paierai un impôt sur le revenu immédiatement chaque année. Okay, donc c'est exactement les mêmes principes que pour le URL et SARL. La grosse différence étant que là, les dividendes ne sont pas soumis à cotisation sociale. Donc le petit triangle qu'on avait sur les SARL et URL ne vaut pas dans ce cas-là. On retrouve un exemple chiffré à nouveau. À l'impôt sur les sociétés, la première lame qui est l'impôt sur les sociétés, puis la seconde lame qui va être l'impôt sur le revenu si je prends les dividendes immédiatement. Je vais percevoir donc 6 346 €. Si je suis à l'imposition sur le revenu, je vais percevoir 6 762 € parce que j'aurai une CSG-CRDS qui sera moins élevée que l'impôt sur les sociétés. J'aurai par contre un impôt sur le revenu qui sera plus élevé, mais au global, je gagne plus. Vous voyez qu'on a une différence de plus de 400 € en faveur de la SASU à l'IR. Alors, je fais une petite aparté quelques secondes. Généralement, les experts comptables ne sont pas très fans du modèle SASU à l'IR, en prétextant que c'est un régime un petit peu, comment dirais-je, un régime qui est un peu incertain. Bon, c'est un point de vue qui très souvent est lié au fait qu'il y a des discussions assez fréquentes de la part de l'administration fiscale pour faire évoluer le régime des sociétés à l'IR, notamment des SASU à l'IR, puisqu'il n'y a pas de charge sociale sur les dividendes. En attendant, ça fait plusieurs années que ça n'a pas bougé, c'est comme ça, donc c'est un régime qui peut être intéressant d'utiliser, d'autant plus qu'il est possible de convertir à tout moment une SASU à l'IR en structure à l'IS. Voilà. Le chemin inverse n'étant pas possible. Donc, je suis passé volontairement rapidement sur ce préambule de société pour vous faire voir les notions, les nuances IS-IR. Donc, je rappelle juste rapidement, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je suis en portage salarial ou je suis en micro-entreprise, je vais payer que de l'impôt sur le revenu. Je suis en société, j'ai la possibilité d'opter pour que ma société soit soumise à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu. D'accord ? Et tout cela va me générer des rentabilités qui vont être différentes en fonction du chiffre d'affaires dégagé par ma société et bien sûr de mon nombre de parts fiscales. Une fois qu'on a vu tout ça, l'idée maintenant est de voir comment je vais pouvoir jouer et comment je vais pouvoir choisir mon format. D'accord ? Donc, les questions préalables avant de se lancer, ça va être déjà de voir en se disant, est-ce que j'ai beaucoup de frais professionnels? Pourquoi se poser cette question? Si je suis en portage salarial ou en société, le sujet des frais professionnels n'est pas du tout une question, ce n'est pas problématique. Attention par contre, si je suis en micro-entreprise et que j'ai énormément de frais professionnels, je ne vais pas pouvoir déduire ces frais professionnels et du coup, je vais payer des cotisations sociales et de l'impôt sur des frais qui ne sont pas déductibles. Puisque je ne pourrais pas imputer ça en charge dans ma micro-entreprise. Donc, ça veut dire que la micro-entreprise n'est peut-être pas adaptée si j'ai beaucoup de frais professionnels. D'accord. J'insiste bien ici, je fais un clin d'œil sur le mot justifiable, parce que très souvent, quand je vois des clients qui créent leur société, il y a une habitude assez fâcheuse de se dire ouais, c'est génial, je vais passer plein de frais. Attention, l'administration fiscale, les URSSAF sont très strictes, il y a des barèmes, c'est assez encadré, et donc on ne peut pas passer tout et n'importe quoi comme frais déductibles que ce soit en portage ou en société. Le point suivant, pour voir quel est le meilleur format pour l'optimisation fiscale, ça va être le nombre de parts fiscales. Est-ce que votre nombre de parts fiscales est amené à évoluer? Parce que vous pouvez me dire, aujourd'hui, je suis célibataire, mais je vais me marier avec quelqu'un qui a 3 enfants. Bon, et on va avoir un foyer fiscal commun. Ou à l'inverse, j'ai des enfants, mais l'an prochain, j'en ai 2 qui vont être majeurs et qui vont quitter le foyer fiscal. Donc, mon nombre de parts va évoluer. Donc, ça aussi, il faut le prendre en compte dans les simulations pour se dire, à date, voilà ma situation et mon nombre de parts, mais si ça évolue dans un sens ou dans l'autre, comment ma fiscalité va être impactée pour voir le meilleur modèle. Et
cette deuxième question ne préjuge pas du tout du format, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas les réponses, ou en tout cas qu'on n'a pas les hypothèses, je ne peux pas vous dire il faut plutôt aller vers tel ou tel format, comme j'ai pu le faire sur la partie frais. Par contre, si je suis éligible au prélèvement libératoire, dans ces cas-là, il va falloir regarder de très près. Donc, le prélèvement libératoire, comme on l'a vu tout à l'heure, ça concerne exclusivement le format auto-entrepreneur. Si vous êtes éligible au prélèvement libératoire, là, ça vaut le coup de regarder de très près le sujet de l'auto-entrepreneur. Je fais une petite parenthèse 2 secondes. Il y a une idée reçue fréquemment qui consiste à dire « Ouais, mais l'auto-entrepreneur, c'est bien beau, mais on est limité à 77 700 € de chiffre d'affaires pour l'année 2023. » Alors, oui et non. On est limité à un plafond de chiffre d'affaires en micro-entreprise si et seulement si on veut pouvoir rester en micro-entreprise sans limite. Si maintenant vous dépassez en 2023 ou en 2024 ce plafond de chiffre d'affaires, que va-t-il se passer? Rien. Dans l'absolu, vous n'êtes pas sanctionné, vous n'avez pas de taxes supplémentaires, il n'y a rien. Par contre, la deuxième année qui suit, si vous dépassez à nouveau le plafond, vous ne serez pas sanctionné, mais vous ne pourrez pas être une troisième année supplémentaire en dépassement de chiffre d'affaires. Je referme cette parenthèse, mais c'était un point important à porter à votre connaissance. Contrairement aux idées reçues, en micro-entreprise, je peux dépasser jusqu'à 2 années consécutives le plafond de chiffre d'affaires. Donc, si je suis éligible au prélèvement libératoire, raison de plus pour regarder de près le régime de la micro-entreprise. Après, est-ce qu'il y a un scénario pour optimiser? Alors, ce point-là va faire le lien avec un point en dessous sur la partie Pôle emploi. C'est-à-dire que dans certains cas de figure, ça va être intéressant de commencer sur une structure à l'imposition sur le revenu, puis après, comme on l'a vu, cette structure-là, sans la changer, on peut la basculer et la faire passer à l'impôt sur les sociétés. Et on va voir juste après pourquoi. Autre point, par exemple, c'est très souvent ce qui revient auprès de nos clients. J'ai des projets d'investissement, je voudrais faire une holding, je voudrais faire de l'immobilier, combiner de l'immobilier avec mes activités d'indépendant. Comment je peux combiner tout ça et avoir une optimisation fiscale? Dans certains cas de figure, la holding peut être un bon moyen pour combiner des activités, donc un business par exemple de conseil en informatique ou conseil en management de transition, et de combiner cette activité avec une activité par exemple d'immobilier, ou alors un autre business, et donc de regrouper tout ça, c'est la vocation d'une holding. Maintenant, je vous mets juste en garde sur un point, il faut toujours faire une simulation en amont pour s'assurer que le coût de mise en œuvre d'une holding et le coût d'exploitation annuel d'une holding ne va pas être supérieur au gain que vous allez générer de par un montage avec une holding. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans la holding et qui se disent après coup, bah, finalement, ce n'était pas aussi rentable que ça, je me suis embarqué dans une usine à gaz, il n'y a pas forcément de bénéfice à la sortie. Donc attention, gardez la tête froide, exigez des simulations pour être certain que le montage que vous apprêtez à faire soit pertinent dans la durée. Point très important, les aides Pôle emploi. Par exemple, j'ai démissionné, j'ai obtenu une rupture conventionnelle, et donc à l'issue de cette rupture conventionnelle, j'ai obtenu mes droits Pôle emploi. Si je crée une société à l'imposition sur les sociétés, il n'y a aucun souci, ça va pouvoir être compatible avec une indemnisation mensuelle. Donc ARE, c'est l'indemnisation mensuelle de Pôle emploi. Si par contre je crée une structure qui est à l'IR, parce que j'ai estimé dans mes calculs que c'était la plus pertinente et la plus performante en termes de rentabilité, attention, ça n'est pas compatible avec les droits Pôle emploi. Donc ça fait partie des questions préalables qu'il faut se poser. Autre question, je souhaite avant tout avoir du pouvoir d'achat ou une couverture sociale forte. Par couverture sociale, petit rappel bref, j'entends chômage, mutuelle santé, prévoyance et retraite. Donc, si on part sur du portage salarial, oui, on va payer éventuellement un peu plus d'impôts et surtout beaucoup plus de cotisations sociales, mais j'ai une couverture sociale importante. Si maintenant je veux prendre du pouvoir d'achat, je vais avoir énormément de... je vais pouvoir aller sur une micro-entreprise, mais je vais avoir une couverture sociale qui va être beaucoup moins importante. Il n'y a pas de mystère. Si vous avez plus de pouvoir d'achat, c'est que vous avez quelque chose en moins par ailleurs. OK ? Je reviens à nouveau au risque d'insister. Attention, l'optimisation pour l'un de vos collègues ne vaut pas forcément pour vous. Posez-vous bien la question de, dans mon contexte à moi, et une fois que j'ai répondu à toutes ces questions-là, je vais pouvoir trouver le modèle qui, d'un point de vue fiscal, va être optimal. Alors, les points qui vont permettre d'optimiser les impôts. On l'a vu tout à l'heure, si je suis
en portage salarial ou en société, le fait d'avoir des frais que je vais pouvoir passer en charge dans mon bilan global, c'est ce qui va me permettre d'optimiser mon équation. N'oublions pas, si je suis par contre en micro-entreprise, je ne peux pas déduire mes frais. Si je suis, après, mon nombre de parts fiscales, si j'ai un nombre de parts fiscales qui est très élevé, comme on l'a vu, la micro-entreprise ou des systèmes de sociétés à l'IR vont être les systèmes à privilégier, puisque ayant beaucoup de parts dans votre foyer, c'est ce qui va permettre de réduire la pression fiscale. Si je suis éligible au prélèvement libératoire, eh bien oui, là vous avez tout intérêt à foncer et à privilégier la micro-entreprise si votre but est de réduire vos impôts. Le schéma d'optimisation, je l'ai évoqué déjà tout à l'heure. Si je suis à l'imposition sur le revenu, je peux faire une SASU à l'imposition sur le revenu pendant 5 ans. Puis après, au bout de 5 ans, j'ai le droit, et de la manière, la structure va basculer automatiquement dans un format à l'impôt sur les sociétés. Si j'ai des projets d'investissement ultérieurs, ou même si je veux optimiser ma fiscalité, le fait de combiner certaines activités qui sont extrêmement bénéficiaires avec éventuellement des activités qui soient déficitaires, c'est le but d'une holding, c'est ce qui va me permettre de réduire mon impôt parce que par le biais de la holding, je vais donc combiner des activités excédentaires, des activités déficitaires et ça va me permettre de réduire l'impôt global de l'ensemble de mon montage. Pour les aides Pôle emploi, là je vous ai parlé tout à l'heure de l'ARE, il y a aussi donc, l'ARE, vous avez l'ARS et l'ACRE. Donc, l'ACRE, c'est la réduction des cotisations sociales. Donc, si je monte une micro-entreprise ou si je monte une société, je vais pouvoir réduire les cotisations sociales grâce, si je suis éligible à l'ACRE. Si maintenant j'ai l'ACRE, je peux prétendre à bénéficier de l'ARS. Et là, l'ARS va me permettre d'obtenir 45% de mes droits en capital. À compter du 1er juillet, les gens qui s'inscrivent à Pôle emploi à compter du 1er juillet, chose importante, l'ARS va passer à 60%. Donc ça veut dire que vous avez le droit, en vous inscrivant à Pôle emploi, si vous êtes indemnisable par Pôle emploi, à prétendre à récupérer 60% de vos droits Pôle emploi sous forme de capital. Ces 60% seront versés en 2 fois, donc 2 fois 30% à compter du 1er juillet. Si vous êtes inscrit à Pôle emploi avant le 1er juillet, vous avez dans ces cas-là 45% au titre de l'ARS qui seront versés en 2 fois 22,5. Attention, l'ARS, l'ARE, l'ARS et l'ARE sont systématiquement fiscalisés. Vous êtes redevable de l'impôt sur le revenu sur ce que vous êtes versé par Pôle emploi. Autre question. Enfin, autre biais pour optimiser. Je veux avant tout optimiser mon pouvoir d'achat. Si vous êtes éligible au prélèvement libératoire, on l'a vu tout à l'heure, la micro-entreprise peut être un excellent levier pour améliorer votre pouvoir d'achat, mais vous avez aussi la possibilité d'opter pour la micro-entreprise tout simplement parce que vous allez avoir moins de cotisations sociales. Donc, c'est un levier pour optimiser. Gros sujet qui revient très fréquemment. Je vais créer une société, je vais mettre le siège de mon entreprise dans mes locaux et je vais, à partir de ce moment-là, pouvoir refacturer à mon entreprise une partie des locaux que je lui mets à disposition. Alors oui, c'est totalement légal. Attention néanmoins à une chose, vous devez aussi, dans un but de strict respect de la loi fiscale, déclarer ces revenus de location que vous faites auprès de votre entreprise, les déclarez-vous dans votre imposition sur le revenu comme étant du revenu locatif. Donc, quelque part, vous allez augmenter votre imposition sur le revenu et vous allez baisser l'impôt de votre société. Donc là encore, il faut se poser la question en se disant, est-ce que c'est véritablement intéressant? Donc, voilà un autre levier. J'ai un point important, un retour d'expérience à vous partager à ce stade-là de la présentation, et puis après, on va venir très rapidement sur les questions-réponses. Gardez bien en tête, s'il vous plaît, qu'à ce moment-là, le sujet des frais qu'on a abordé tout en haut dans le premier point de cette page-là, ainsi que le sujet des locaux, très souvent, beaucoup de jeunes entrepreneurs se disent « Ah, ça va être génial, grâce à ça, je vais gagner beaucoup d'argent ». Ça permet d'optimiser à la marge, certes, mais ce n'est pas le plus gros levier. Votre plus gros levier, il est, en termes d'optimisation, va bien consister à choisir le meilleur modèle. Bien faire attention à avoir le modèle le plus rentable pour vous. Voilà. Donc, encore une fois, faire des simulations
et bien avoir toutes les hypothèses et c'est de poser toutes les questions qu'on a vues tout à l'heure en amont. Sandra. Super. Bah, merci Hugues pour toutes ces informations, c'était hyper enrichissant. Et pour les 1 an de collaboration entre Work4You et ShareEpic, on vous offre une consultation gratuite, donc c'est un échange personnalisé. Donc voilà, Hugues a montré vraiment l'importance de personnaliser les conseils, les optimisations. Donc n'hésitez pas, ce sera avec Hugues et d'une durée de 30 minutes, ça n'engage à rien. Je vous remets à nouveau donc l'adresse mail, vous l'avez sur le slide, mais vous l'avez également en chat. Donc, il faudra directement le contacter pour organiser cet échange. Donc, n'hésitez pas, c'est pour vous, c'est pour la communauté ShareEpic. Voilà. Et donc, comme a dit Sandra, l'idée de cette demi-heure, c'est de simuler et de mettre en application tout ce qu'on a vu là dans cette demi-heure ensemble et le rendre plus concret et personnalisé par rapport à votre contexte. Exactement.